C'était l'un de ces week-ends qui tombent parfaitement bien, aussi rare qu'une lune bleue. Riley et moi avions tous les deux du vendredi soir au lundi de libre. Pas de travail, pas de course, rien pour nous tirer dans 10 directions différentes. On n'avait rien prévu de grand, mais en voyant ces jours libres s'aligner et une annonce Airbnb pas trop loin, on a réservé sans réfléchir. C'était encore le début de notre relation, à ce moment où les décisions prises sur un coup de tête semblaient magiques. Tout était nouveau, chaque plan donnait l'impression d'être une aventure. On voulait juste être ensemble, peu importe où. L'endroit se trouvait de l'autre côté de la frontière de l'État, dans une petite ville au bord d'une rivière avec un nom imprononçable que je n'ai même pas essayé de retenir. Des boutiques d'antiquités, quelques brasseries locales, un lac qui ressemblait plutôt à un grand étang et des sentiers de randonnée dont on n'avait aucune intention de se servir. J'avais choisi ce Airbnb parce qu'il ressemblait à une photo de catalogue, propre, lumineux et moderne. Les photos montraient un vaste espace ouvert, une baignoire sur pied dans la salle de bain, une grande table rustique qu'on n'utilise jamais vraiment. L'endroit avait un charme fou. Et quand je l'ai montré à Riley, ses yeux se sont illuminés. Tout ce qu'elle a dit, c'est « on y va ». Le vendredi matin, on a pris la route. Café à la main et sac jeté dans le coffre. 3h30 plus tard, on arrivait. Les instructions pour entrer étaient simples. Serrure à code, 4 chiffres et la porte s'est ouverte sans problème. À peine rentrée, Riley a soufflé « Babe, cet endroit est magnifique !» Elle n'avait pas tort, ça sentait le produit ménager au pain et à la cire de bougie, comme si quelqu'un venait de passer l'aspirateur et d'allumer une mèche toute neuve. Tout brillait, les grandes fenêtres laissaient entrer une lumière douce qui baignait toute la maison. On avait l'impression que c'était neuf, même si ça ne l'était sûrement pas. On a posé nos affaires dans la chambre et fait ce petit tour de couple, à s'extasier devant les coussins ou les pots de flocons d'avoine que l'hôte avait laissés sur le comptoir. Ça donnait une impression de nouveau départ, comme si personne n'y avait jamais dormi avant nous. On avait l'impression que cet endroit était à nous pour le week-end. Rien d'étrange, rien d'anormal, pas d'odeur suspecte, pas de plancher qui grince, pas de poupée bizarre dans un placard, juste une jolie maison dans une petite ville tranquille, un vrai break. Je n'avais aucune raison de penser que la nuit la plus écœurante de ma vie allait arriver quelques heures plus tard. On a filé en ville, main dans la main, entrant dans des boutiques poussiéreuses aux pancartes peintes à la main. Riley a essayé des bagues dans une boutique qui sentait l'encens et le chat. J'ai acheté une cuillère en bois dont je n'avais pas besoin juste pour soutenir l'artisan. On a goûté une planche de bière locale dans une brasserie et ri de celle qui avait un goût de pile usé. C'était ça le but, être ensemble. Le dîner a été incroyable. Un steakhouse caché au coin d'un vieux centre commercial qui n'avait pas été rénové depuis les années 90. De l'extérieur, ça ne payait pas de mine, mais à l'intérieur, nappe blanche, argenterie polie et un menu court mais parfait. Escargot, pain à l'ail, salade, soupe, steak et homard, puis une crème brûlée partagée. Riley a levé son verre de vin contre le mien. C'est peut-être la plus belle journée de ma vie. J'ai ressenti la même chose. Rassasiés et amoureux, on est rentré en Uber. Un peu ivre et déjà collés l'un à l'autre en arrivant dans l'allée. Une fois rentrés, on a laissé le vin continuer à couler et on a fini dans la chambre, enfermés dans une bulle à deux. Ce genre d'intimité parfaite, sans gêne, juste des rires et de la chaleur sous les draps. Je me suis endormie avec sa main dans la mienne, son souffle long contre mon épaule, en me disant « Oui, je pourrais faire ça pour toujours ». Vers 3 ou 4 heures du matin, je me suis réveillée pour aller aux toilettes. J'ai essayé de sortir du lit sans la réveiller. La maison était silencieuse, pieds nus, dans le couloir, encore à moitié endormie, j'ai immédiatement senti que quelque chose clochait. Le sol était bizarre. Pas mouillé, pas collant, mais souple, comme si quelque chose bougeait sous la moquette. J'ai reniflé. Une odeur de pourriture sucrée, comme de la viande laissée au soleil. Dans la salle de bain, lumière allumée, je me suis dit que j'étais juste parano. Mais en me lavant les mains, j'ai aperçu le couloir dans le miroir. Le sol bougeait. Au début, ça ressemblait à un effet d'optique, comme un scintillement. Mais en me rapprochant, mon estomac s'est retourné. Des asticots, des milliers, un tapis blanc grouillant. Avançant lentement du bas de la porte du garage vers la cuisine. Il formait une masse compacte, comme du riz humide qui ondulait sous son propre poids. J'ai eu un haut le cœur. J'ai reculé, senti que mon pied s'était collé dedans. Je les ai essuyés sur le carrelage, prêt à vomir. Puis je suis revenue en courant dans la chambre. « Riley, réveille-toi !» Elle a gémi. « Quelle heure il est ?»« Je ne sais pas, mais lève-toi, sérieux !»
Ses yeux se sont ouverts et je l'ai tiré par les épaules. Il y a quelque chose qui cloche. La maison est pleine d'asticots. Là, elle s'est réveillée d'un coup. On s'est retrouvés dans le couloir, en sous-vêtements, à regarder l'horreur. Riley s'est couverte la bouche. « Mais qu'est-ce que... » « Ça vient du garage. Il y a quelque chose de mort là-dedans. » On a vite enfilé des jeans, des chaussures, un t-shirt à la va-vite. Riley a pris son téléphone et allumé la lampe. Moi, j'ai attrapé un balai. J'ai ouvert la porte du garage d'un coup de manche. Une odeur pestilentielle nous a frappés. Et un flot d'asticots a débordé à l'intérieur. J'ai allumé la lumière. Dans un coin entassé comme des déchets, il y avait 3 cadavres d'animaux. 2 ratons laveurs gonflés et en décomposition. Et un chien, la gueule ouverte, dans un cri figé. Les yeux noircis bourdonnant de mouches. Autour, le sol était imbibé de fluide de décomposition. « Ils ont dû entrer et ne pas pouvoir sortir », ai-je dit en couvrant mon nez. Riley, la voix tremblante. « Pourquoi personne n'a nettoyé ça? Pourquoi l'autre a laissé ça ?» Et là, je me suis arrêtée net. Parce qu'elle avait raison. Comment on n'avait rien senti avant? Ces corps devaient être là depuis plusieurs jours. L'odeur aurait dû envahir toute la maison dès le premier soir. En regardant mieux, j'ai remarqué quelque chose de pire encore. Les corps n'étaient pas disposés naturellement. Ils formaient un demi-cercle. L'un des ratons laveurs avait une ficelle rouge nouée autour du cou. Et, sur le sol, une marque brûlée, un cercle noirci, comme de la cendre en spirale. J'ai rien dit. Riley m'a tiré vers la sortie. On appelle quelqu'un. On a chargé toutes nos affaires dans la voiture, fermé la maison comme on a pu, et on est parti. On s'est douché pendant 1 heure en arrivant ailleurs, incapable de se débarrasser de cette sensation que ça grouillait encore sur notre peau. À 6 heures du matin, le propriétaire m'a rappelé. Quand je lui ai décrit la scène, il a dit « Ça n'a aucun sens. J'étais dans le garage la semaine dernière, tout était propre. » Quand il est venu plus tard, il est resté figé en voyant les carcasses. Puis il a remarqué la ficelle rouge et le cercle de cendres. Il a murmuré « On dirait un rituel. » On n'a pas cherché à en savoir plus. On a fui cet endroit et décidé de ne jamais y retourner. On s'est dit que c'était juste des animaux coincés, rien de plus, parce que l'autre explication, honnêtement, était impensable. C'était à l'époque où Airbnb était encore brut de décoffrage. Pas encore de frais de ménage exorbitants ni de caméras cachées, juste des chambres en plus dans la maison de quelqu'un. Je traversais l'Europe en sac à dos, essayant d'en voir un maximum avant que la réalité ne me rattrape. Les auberges étaient pas chères, oui, mais j'en avais déjà eu ma dose. Ronfleurs, rumeurs de punaises de lit, alors j'ai commencé à réserver des chambres chez l'habitant. Des locaux qui ouvraient leur appart, souvent une chambre d'amis ou un canapé-lit. Ça paraissait plus authentique, plus humain, comme si tu empruntais un bout de vie à quelqu'un qui allait te servir un verre de vin et t'indiquer la meilleure boulangerie du coin. Pas juste un réceptionniste qui te tend une clé. Quand c'est arrivé, j'étais en France, dans une petite ville du Nord dont je ne me rappelle même plus le nom. J'étais pas difficile, je prenais un train aussi loin que mon budget le permettait. Je trouvais un bourg avec du caractère, j'y restais 1 nuit ou 2, puis je repartais. Cette ville-là avait des rues pavées, des ruelles tordues et pas un mot d'anglais sur les panneaux. Je savais que ça allait me plaire. L'annonce proposait une chambre privée dans une maison familiale. Le couple qui tenait les lieux m'avait écrit 2 ou 3 mails dans un anglais bancal. Sur les photos, ça avait l'air chaleureux. La femme, Élise, y paraissait souvent. La cinquantaine, blonde, toujours du rouge à lèvres, même dans la cuisine. L'homme, Jacques, paraissait plus discret. Lunettes, cheveux clairsemés, doux sourire, il avait confirmé la réservation avec un emoji, pouce levé, et précisé qu'il serait à la maison à 16 heures. J'ai passé la journée à explorer. La cathédrale, des petites boutiques, un marché aux puces où j'ai acheté des tire-bouchons rouillés sans aucune utilité. Je suis arrivée chez eux vers 17 heures. La maison était nichée derrière une boulangerie, au bout d'une allée étroite. 2 étages dévolés aux fenêtres, du lierre grimpant sur les murs. Jacques a ouvert la porte et m'a accueilli comme si j'étais son neveu. Élise m'a embrassé sur les 2 joues et m'a tendu un verre de vin avant même que je pose mon sac. Ça sentait le beurre et la lavande. C'était cosy, chaleureux, presque idyllique. Ma chambre était simple. Parquet, petit lit, bureau avec une lampe, fenêtre sur l'allée, pas de verrou à la porte, ce qui m'a surpris. Mais je me suis dit que c'était un pays où la confiance allait de soi. Sur la table de nuit, un mot manuscrit. « Bienvenue, rejoins-nous pour l'apéritif », avec un petit dessin souriant. À 18 heures, je les ai rejoints. Le salon embaumait le fromage et le pain frais. Jacques servait du vin dans des verres immenses. Élise allumait des bougies comme pour un dîner en amoureux. « Tu aimes le rosé ?» m'a-t-elle demandé. Accent marqué mais compréhensible. « On nous l'ouvre que pour les invités spéciaux. »
Jacques a souri sans rien dire. On a bu, on a mangé. Fromage, saucisson, fruits, pain croustillant. Élise riait fort, cognait son verre contre le mien, me resservait sans arrêt. Jacques buvait plus lentement, ses yeux glissant entre nous. Au début, les questions étaient banales. Où j'étais allée? Où j'allais ensuite? Puis, plus le vin coulait, plus Élise devenait personnelle. Avais-je une petite amie? Est-ce que je me sentais seule à voyager? Est-ce que les femmes américaines ressemblaient à celles de la série Friends? Je riais, un peu gênée, mais elle se rapprochait, sa main frôlant la mienne. Son chemisier glissait sur mon épaule. Puis elle a renversé du vin sur son poignet et l'a léché devant moi. Jacques observait, impassible. J'ai senti la tension grimper d'un cran. « Je crois que je vais aller dormir », ai-je dit en me levant. « Oh non, reste encore, ça devient intéressant », a-t-elle insisté. Je me suis excusée, j'étais fatiguée. Son visage s'est assombri en une seconde avant de reprendre un sourire crispé. Mais je me suis éloignée. Elle a explosé. « Quoi? Tu n'aimes pas les femmes françaises ?» Puis, « C'est parce que je suis vieille, c'est ça? Tu crois que tu es trop bien pour moi, petit Américain ?» Elle a bondi, folle de rage, et m'a frappé à la tête avec son talon. J'ai vacillé, sonné. Jacques a crié « Élise !» essayant de la retenir, mais elle se débattait, hurlant dans un mélange d'anglais et de français. Des insultes sur les Américains, sur ma prétendue arrogance. « Partez !» Jacques m'a ordonné. « Prenez vos affaires et partez !» Je n'ai pas hésité. J'ai couru dans ma chambre, jeté mes affaires dans mon sac à la hâte. Dans le couloir, j'entendais des sanglots, des cris, des bruits de vaisselle qui se brisent. Quand j'ai ouvert la porte, Jacques était là, rouge et transpirant. Il s'était juste écarté. Élise, awachie dans la cuisine, m'a craché. « Touriste poubelle! J'espère que la police te trouvera !» J'ai filé dehors. Quelque chose de liquide m'a éclaboussé dans le dos. Son verre de vin, qu'elle avait lancé en hurlant. La porte a claqué derrière moi. Et me voilà seule, ivre, à minuit passé, sans endroit où dormir. La ville était silencieuse, juste quelques scooters au loin. Ses paroles sur la police me hantaient. Avait-elle déjà inventé une histoire contre moi? Allais-je être arrêtée comme un agresseur? Je me suis cachée dans une ruelle, le temps de respirer. Pas de sirène, pas de bruit de pas, mais l'impression d'être traquée ne me quittait pas. J'ai marché jusqu'à la place centrale, où une auberge avait encore de la lumière. J'ai demandé un lit, payé en liquide, et je me suis effondrée sur un lit superposé sans même enlever mes chaussures. Je n'ai pas dormi. Chaque craquement me donnait l'impression qu'on venait me chercher. À l'aube, je suis partie, sans même prendre un café. J'ai pris un billet pour la Belgique et je n'ai jamais regardé en arrière. Peut-être que j'avais exagéré. Peut-être qu'Élise avait juste trop bu, que Jacques était dépassé. Mais au fond de moi, je savais que non. Cette colère, ce danger, ce n'était pas juste un excès d'alcool. Ce qui est sûr, c'est qu'après ça, je n'ai plus jamais réservé d'Airbnb pendant le reste de mon voyage. Même pas dans les pays les plus sûrs. Je préférais les auberges bruyantes et impersonnelles. Partager une chambre avec un inconnu ronfleur plutôt que de boire du vin avec des hôtes inconnus. On dit toujours qu'il faut sortir de sa zone de confort quand on voyage. Dire oui, vivre l'expérience. Mais cette nuit-là m'a appris autre chose. Si les zones de confort existent, ce n'est peut-être pas pour rien. C'était au début des années 2000. Et je ne me souviens même plus exactement pourquoi je conduisais ce soir-là. Mais je sais qu'un soir d'automne, vers 20h, alors qu'il faisait déjà nuit, j'ai quitté la grande route principale pour tourner à droite. C'était un petit quartier résidentiel coincé entre deux villes de 100 000 habitants chacune. La pluie tombait de rue et mes essuie-glaces tournaient à vitesse moyenne. Je n'étais pas pressée. Je roulais tranquillement quand je suis arrivée dans un lotissement d'une 40aine de maisons, une sorte de cul-de-sac. Je me souviens qu'en approchant d'un virage, je l'ai vue. Une femme. Elle se tenait à l'entrée d'une allée, figée dans la lumière de mes phares. Elle portait un débardeur et un jean, les bras croisés contre sa poitrine comme si elle essayait de se réchauffer. Elle ne regardait pas ma voiture. Non. Elle me fixait, moi. Sur le moment, j'y pensais qu'elle avait besoin d'aide. J'étais jeune, j'essayais juste de faire le bon gars. Alors j'ai ralenti et baissé la vitre du côté passager. Pas de vitre électrique à l'époque. J'ai dû me pencher pour tourner la manivelle. Elle m'a vu m'abaisser pour la descendre. Et, à peine entrouverte, elle a fait un geste étrange. Elle a tendu la main et attrapé le haut de ma fenêtre. Ses doigts si proches de mon visage que j'en ai sursauté. Je lui ai demandé si tout allait bien, mais elle n'a pas répondu. Je voyais son visage à présent. Elle devait avoir entre 18 et 22 ans, les yeux rouges d'avoir pleuré.
le souffle coupé par les sanglots. Je lui ai demandé « Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez besoin d'aide ?» Toujours pas de réponse. Elle ne bougeait même pas. Elle restait là, à me fixer, les larmes coulant sur ses joues, ses doigts accrochés au rebord de la vitre. Le silence entre nous était lourd, oppressant. On aurait dit qu'elle était ailleurs, comme si elle ne m'entendait pas, comme si je n'existais pas. J'ai pensé qu'elle était peut-être sous le choc, qu'elle avait besoin d'aide. Plus que je ne pouvais le comprendre. Alors je lui ai proposé de la raccompagner, de l'emmener quelque part. Aucune réaction, pas même un hochement de tête. Elle continuait juste à pleurer, à me regarder fixement. J'avais l'impression d'être coincée dans un concours de regards avec quelqu'un qui avait perdu toute raison. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, mais ça m'a semblé interminable. J'ai détourné les yeux vers la route devant moi, hésitant. Quand je les regardais à nouveau, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Une intuition, comme si tout cela n'avait rien de normal. Comme si je devais m'éloigner. L'air était saturé de tension, et une peur sourde s'est mise à grimper en moi. Alors j'ai dit « Je suis désolée » sans savoir trop pourquoi je m'excusais. Et juste avant de repartir, j'ai ajouté « Je ne crois pas que je puisse vous aider ». Un instant, elle n'a pas lâché la vitre, ses doigts restaient accrochés. Puis elle les a retirés doucement, un à un, sans un mot. Alors j'ai redémarré et je suis partie dans la nuit. Mais je n'y ai pas repensé tout de suite. Mais plus tard, oui. Et plus j'y pensais, plus je me demandais, était-elle en danger? Ou bien était-ce un piège? Je ne le saurais jamais. Mais je n'oublierai jamais ses yeux. Et la façon dont elle est restée debout là, dans la pluie, à me fixer comme si je n'existais pas. J'ai grandi dans une banlieue de la Nouvelle-Angleterre, dans une immense maison coloniale vieille de plus de 150 ans. Quand j'étais enfant, il m'arrivait souvent d'être effrayée, surtout la nuit. Heureusement, avec mes 5 frères et sœurs, il était rare que je sois seule à la maison. Mais après mes études, les choses avaient changé. 3 de mes aînés étaient mariés ou fiancés. Les 2 plus jeunes étaient à l'université. Et il ne restait plus que ma mère et moi dans cette grande maison. Ma chambre se trouvait alors au 3e étage, pile au centre, parfaitement alignée avec l'allée qui menait à la porte d'entrée. Celle de ma mère était un étage en dessous. Une nuit, alors que je dormais, il s'est mis à pleuvoir très fort. Pas d'éclair ni de tonnerre, juste une pluie battante et de vent puissant. Le bruit m'a réveillée et je suis restée là, allongée, fixant le plafond, écoutant la tempête. Puis j'ai distinctement entendu ce qui ressemblait à des pas lents, lourds, dehors, comme des chaussures à semelles dures frappant le sol. Au début, je doutais de mes oreilles. La pluie et le vent faisaient tellement de vacarme que je me disais que c'était impossible d'entendre des pas, surtout depuis le 3e étage. Mais non, le bruit se rapprochait, devenait plus clair, comme si quelqu'un marchait droit vers ma maison. Et ce n'était pas tout. Cette personne sifflait. Je me suis sentie obligée de regarder par la fenêtre, mais en même temps, une peur sourde me retenait. Finalement, je me suis penchée hors du lit. J'ai écarté les stores juste assez pour jeter un coup d'œil par une fente. Et là, je l'ai vu. Une silhouette grande, élancée, à peut-être une centaine de mètres, avançant vers chez nous. C'était un homme. Il portait un imperméable long, des chaussures élégantes et tenait un grand parapluie qui masquait tout son visage et son torse. Il est arrivé à la hauteur de notre maison, et je pensais qu'il allait simplement continuer son chemin. Mais non, il a cessé de siffler. Il s'est arrêté net, et il s'est tourné pour faire face à notre allée, comme si elle allait monter vers la porte d'entrée. Sauf qu'il n'a pas bougé. Il s'est juste figé là. Puis, lentement, il a basculé son parapluie vers l'arrière, comme pour regarder vers ma fenêtre, droit sur moi. Je ne distinguais toujours pas son visage, caché dans l'ombre projetée par l'ombrelle noire. J'étais sous le choc, paralysée par la peur, incapable de bouger. Il est resté ainsi une trentaine de secondes, à peine, puis il a abaissé son parapluie, s'est remis dans sa position initiale et a tourné les talons. De nouveau, il a commencé à siffler, et il est reparti, s'éloignant lentement dans la pluie. Je me suis recouchée très doucement, attendant que le bruit de ses pas et de son sifflement disparaissent, complètement. Alors seulement, j'ai bondi hors de mon lit et dévalé les escaliers jusqu'à la chambre de ma mère.
J'étais tellement terrifiée par cet étranger qui errait dehors en pleine nuit, orageuse, que j'ai commencé à dormir avec elle. J'avais pourtant 21 ans.